Hop là. Jour 4, on est le 4 janvier. Hop là. Jour 4, on est le 4 janvier 2026 et on est sur le deuxième épisode de la chaîne de l'hélioculteur et le sujet du jour c'est atelier, poule et MSV. On en a parlé donc dans la vidéo précédente, la vidéo d'introduction. Un des sujets principaux de la base vivrière, des sujets d'expérimentation et de production va être un élevage de poules, sûrement poules pondeuses, c'est encore à déterminer, avec comme caractéristique de diminuer au maximum l'alimentation, le coût de l'alimentation de l'élevage de poules, notamment par des stratégies de pâturage de tunnels en MSV. Cette vidéo a juste pour objectif de faire comprendre les choix techniques et économiques qui vont être faits dans cette expérimentation, puisque c'est de l'expérimentation à taille réelle. Le but de l'expérimentation, quand même, c'est d'arriver à en vivre et de pouvoir fournir une alimentation qui est consommable par les consommateurs. Donc, deux objectifs, nourrir les gens et permettre à l'agriculteur de pouvoir gagner sa vie de manière juste, c'est-à-dire un salaire qui soit au moins le salaire médian par rapport au nombre d'heures qu'il fait. Ce qui, entre nous, on va pas se mentir, est un peu idyllique parce que ça reviendrait à quelque chose comme 2500-3000 euros net par mois. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt en dessous des 1000 euros par mois pour les agriculteurs, encore plus les petits agriculteurs locaux. Donc c'est idyllique, mais c'est quand même l'objectif d'arriver à avoir une rémunération au moins moyenne, si c'est pas médiante, une rémunération médiante par rapport au reste de la société, par rapport au nombre d'heures travaillées. Et donc les agriculteurs ne font pas 35 heures, c'est bien connu. Question principale de cette expérimentation, parce que là vraiment vous avez vu on a un fond jaune au lieu d'être sur un fond vert. Alors je vais essayer de mettre un genre de code couleur pour essayer de voir et d'identifier, alors, ne serait-ce que dans les miniatures, de quoi on parle, pour que vous puissiez aller directement dans les vidéos qui vous intéressent le plus dès l'apparition de la miniature. Les fonds jaunes, parce que c'est le soleil et parce que tout ça, ça va être des fonds consacrés à l'expérimentation pure et dure, agricole, technique, et pas trop économique. Je laisse ça à d'autres chapitres. Là, on est vraiment dans est-ce que techniquement, on va arriver à faire diminuer le coût de l'alimentation d'un élevage de poules. Pour resituer le contexte rapidement, en gros, aujourd'hui, dans un modèle d'élevage classique, traditionnel, conventionnel, le coût de l'alimentation, tout élevage confondu à peu près, mais les poules c'est encore un peu plus élevé, tout élevage confondu, on est à peu près à 60% des coûts de charge de production, donc attention, ça prend pas en compte distribution, emballage, taxes, impôts, etc., mais juste coût de charge de production, soit de la poule, soit de l'œuf, si vous vendez des poules pour la chair ou si vous vendez des œufs, c'est 60%. Jusqu'à 60% des charges de production qui sont de l'alimentation. Donc on comprend bien l'enjeu de faire diminuer cette charge. Je crois que de tête, par rapport à mon BTS en analyse et gestion d'entreprise agricole que j'avais fait à Digne-les-Bains, avec une spécialité de ovin-viande, on était, pour les élevages, on était de l'ordre de entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Donc on est quand même pas loin. Donc sur la globalité des charges, pas que les charges de production, sur la globalité des charges, on est quand même sur un poste majoritaire. Extrêmement important, et qui plus est, un poste dont parfois, même souvent, on dépend de l'étranger. Petite anecdote, pour les poules, il y a un vrai débat chez les éleveurs de poules qui consiste à dire l'aliment poule bio est parfois moins bon que l'aliment poule conventionnel. Ça dépend en fait comment l'aliment poule bio a été fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans l'aliment poule bio, il y a parfois du soja qui vient de l'étranger. Donc du coup, une difficulté de traçabilité à savoir comment il a été produit et comment ça a fonctionné. Parce que en France, on a des règles géopolitiques et tout qui font que la production de soja est limitée. Donc du coup, parfois des incohérences comme ça, et c'est malheureusement trop souvent le cas du label bio, où on se retrouve avec bien sûr un fond et une envie de faire mieux, hein, moins de pesticides, pas d'engrais, une meilleure vie du sol, pas d'herbicides, mais avec parfois des incohérences, dont le fait qu'on peut pas mettre n'importe quelle matière organique dans notre champ sous prétexte que ça polluerait ou je sais pas quoi notre terrain et qui serait déclassifié de l'appellation bio, et ce genre d'anomalie aussi qui fait que parfois on peut se poser des vraies questions de pertinence sur l'aliment bio versus l'aliment conventionnel. Si l'aliment conventionnel est fait 100% local, mais que pour produire cet aliment conventionnel, il a été utilisé un herbicide ou un insecticide, c'est peut-être mieux de faire du circuit court du local et d'avoir utilisé deux produits phyto de manière dosée, etc. Parce que là, je fais un chapitre de parenthèse déjà dans la parenthèse, mais je vais le clore rapidement. En gros, il y a certaines techniques très innovantes aujourd'hui, comme l'agriculture de conservation des sols ou le semi-direct, qui demandent de temps en temps à utiliser des pesticides. Or, c'est des agricultures extrêmement bénéfiques pour le climat et pour tout un tas d'autres choses. Donc en fait, c'est ce que je disais à la fin de la première vidéo, il y a un équilibre et une mesure à trouver dans le militantisme ou dans nos avis, dans nos envies de faire mieux ou bien. Parfois,
il faut savoir traiter un peu, parce que c'est plus efficace un traitement que de laisser faire et de se retrouver à en faire 14 ou 15, ou d'avoir une maladie qui continue à se développer et à détruire tout un cheptel ou toute une exploitation. Donc c'est rarement le cas, on va pas se mentir, et les trois quarts des produits phyto qui sont balancés, c'est quand même juste pour sauver la production, et parce que les fermes sont déséquilibrées, souvent en monoculture ou souvent avec très peu de production diversifiée, et donc faut traiter. Et donc comme il faut traiter pour sauver la production, pour sauver le salaire de l'agriculteur, on traite. C'est 80%, 90% quand même, c'est pas sourcé, mais en tant que technicien CETA où j'ai suivi 20 exploitations maraîchères pendant un an, je peux vous garantir que le seul outil, le seul usage, la seule destination, l'état final recherché quand on passe un produit phyto, c'est sauver la production. Et c'est pas dans un but sanitaire global ou. Voilà, bon. C'est dans le but de sauver la production de l'agriculteur. Ce qui est un but louable, mais qui peut être remis en question si c'est une filière en entier. Passons. L'alimentation est importante, et donc moi, de cette expérimentation, quand j'étais chez mon père et qu'on a travaillé un peu ensemble, j'avais fait un petit élevage de 10 poules. Alors attention, je mets des grosses parenthèses et des gros guillemets. Je ne dis pas que cette expérimentation est valable sur un cheptel de 100 ou 1000 poules. Par contre, je me suis rendu compte qu'entre le moment où j'avais laissé la graine à volonté à ces 10 poules, donc avec un système de tuyaux, avec un bec qui fait que il n'y avait que les poules qui pouvaient venir chercher, même les petits oiseaux autour ne pouvaient pas venir manger. Le grain ne changeait pas tout au long de l'expérience et de l'expérimentation. Et donc, je mesurais le niveau de mon tuyau qui descendait et je calculais ce que je remettais tous les mois. Et donc, grâce à cette expérimentation, j'ai pu voir que quand mes poules étaient enfermées dans leur parcours, où elles avaient à peu près 1 m² chacune, elles me consommaient à peu près entre 125 voire même 150 grammes de graines, parce que la graine était à volonté par jour et par poule. Là où, dès que j'ai ouvert le poulailler et que je les ai laissés pâturer dans mon tunnel de maraîchage, où à l'époque je faisais du maraîchage sur sol vivant, mais avec les pieds quoi, j'avais 17 ans, je faisais ça avec le samedi et le dimanche, avec les quelques centaines d'euros qui me restaient de mon salaire de jeune agriculteur. Donc vraiment, c'était fait avec les pieds. Mais déjà, rien que ça, j'ai vu quand même une nette amélioration et je suis arrivé à tomber à 75 grammes par poulet par jour. Donc, un gros intérêt de pouvoir se dire on peut réduire peut-être par 2, si ce n'est pas plus, l'effet. Alors, c'est la promesse, on va dire, c'est l'objectif vers lequel j'ai envie de tendre, c'est-à-dire diminuer par 2 le besoin de nourrir par la graine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un élevage de poules classique, la très grande majorité de l'aliment, c'est de la graine. Concassé, broyé, mais c'est de la graine. Or, d'un point de vue biologique, la poule n'est pas faite que pour la graine, elle est faite aussi pour les insectes, elle est faite aussi pour manger un peu d'herbe, tout un tas de choses qui va dans son système digestif, aussi des petits cailloux, etc., qui l'aident à la digestion. Ça, c'est pas forcément des choses qu'elles peuvent retrouver dans leur parcours ou dans leur conditions de vie en élevage un peu conventionnel, ou même si elles ont un parcours à l'extérieur, parce que, oui, pour rappeler, parce qu'on va en parler après, aujourd'hui on est quand même vachement sur une production de poules qui s'oriente de plus en plus vers de l'élevage en bâtiment, mais on en parlera après, là je suis vraiment en train de m'éparpiller. Donc un très gros intérêt à diminuer tout simplement le coût de l'alimentation pour retrouver de la rentabilité sur ces unités de pilotage, sur ces unités de production. Très grosse contrainte aujourd'hui sur le milieu de l'élevage et notamment de la poule depuis bien plus longtemps que malheureusement les vaches qui ont été embêtées aussi fin d'année 2025. Les conditions sanitaires. Donc bon, je vais pas faire un débat ici sur est-ce que les conditions sanitaires qui nous sont demandées par la DRAF et d'autres et l'État sont justes et équitables. Ce que je constate de manière pragmatique, c'est que à la fois les choix techniques liés à la sélection de race des poules et à la fois les réglementations sanitaires que l'on nous impose orientent de fait les producteurs à faire de l'élevage en bâtiment. Point. Ça, c'est pas négociable. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas négociable, c'est que c'est un fait. C'est-à-dire aujourd'hui on vous dit attention, il y a de la grippe aviaire qui est apportée par les oiseaux migrateurs, on risque d'avoir une épidémie de grippe aviaire, donc tout le monde enferme ses animaux. Alors pour les gens qui ont l'habitude d'avoir 100% de leurs poules enfermées toute l'année, c'est pas un problème. Pour tous les gens qui ont des parcours dont la densité de poules par bâtiment est calculée pour que la nuit elle reste dedans mais que la journée elle sorte, c'est un problème. Parce que du coup vous devez diviser par 2, par 3, par 4 votre nombre de poules que vous avez sur votre exploitation et donc du coup votre modèle économique tombe à l'eau. Et à mon sens, je vais le dire comme je le ressens, et de ce que je connais parce que j'ai gravité un peu autour de collectifs qui ont essayé de manifester sur ces sujets-là, notamment sur le sujet de la poule. On est sur une guerre et une bataille juridique des très grosses exploitations étrangères et très grosses exploitations françaises, des industries de l'élevage de la poule ou du canard. Et c'est une guerre juridique que ces gens-là nous mènent, petits artisans et petits exploitants agricoles, pas parce que
on n'est pas un danger imminent pour eux. Juste, on prend une part du marché, ça les arrange pas parce qu'ils voudraient avoir la totalité de la part de marché, parce que le modèle de production d'un élevage industriel, comme tous les systèmes de production industrielle, marche à 1% près. C'est-à-dire, si vous arrivez à grappiller 1% d'efficacité en plus, c'est la différence entre une bonne année et une mauvaise année. Quand vous êtes dans des modèles économiques agricoles à levier d'échelle, à économie d'échelle. Donc en fait, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Et donc leur argument, c'est de dire, on voit pas pourquoi nous, en bâtiment, on a 100 000 poules dans X bâtiments et on est obligé de rentrer en blouse avec un casque, avec un machin en mode cosmonaute pour ne pas faire entrer de maladie dans nos élevages, alors que le petit producteur qui a 150-200 poules et qui les fait balader dans son champ, lui, il rentre avec ses chaussures boueuses. Moi j'ai envie de leur répondre à ces gens-là, bah si, c'est des logiques. Vous êtes contre nature parce que vous entassez du vivant dans des densités tellement importantes que forcément ça amène des pathogènes et des comportements qui sont contre-naturels. Donc des poules qui se mangent entre elles. Il y a des situations où des éleveurs tombent dans leur élevage et se cognent la tête, saignent, et les poules vont sucer le sang de l'éleveur jusqu'à ce qu'il décède s'il se réveille pas. C'est pas normal qu'une poule qui a pour habitude d'avoir à peu près peur de l'humain, de manière générale, quand vous rentrez dans un poulailler, elles vous sautent pas dessus, les poules. Elles ont tendance à se barrer dans les angles, sauf si vous avez la graine et que vous êtes le producteur et que vous leur menez à manger, qu'elle là, elle vous saute dessus. Mais sinon, c'est pas agressif en fait, c'est pas censé. Alors que les conditions contre-naturelles dans lesquelles elles sont mises dans les élevages industriels, je vous invite à voir les images de L214, c'est un plaisir. C'est un peu sortir du déni que de regarder ces images-là. C'est un problème, c'est contre nature. Et en fait, la sélection de race aujourd'hui va dans le sens de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui commandent le plus de poules et qui font tourner l'industrie. Donc on est en train de choisir notamment pour la poule pondeuse une poule rousse pondeuse faite pour vivre en bâtiment dans des parcours plutôt petits et avec des filets au-dessus d'eux qui empêchent le contact avec la vie extérieure de manière à ce que les virus, etc. ne viennent pas dans l'élevage. Mais on oublie en fait qu'il faudrait juste choisir une variété, une race qui est résistante. C'est-à-dire, oui, elle peut tomber malade, mais ça ne tuera pas tout le troupeau ou tout le cheptel. C'est ça, la résilience dont on a besoin dans le milieu agricole, et on n'y est pas du tout. Et là, on parle de l'élevage parce que c'est quand même criant, et qu'il y a, il y a aussi, bien sûr, le bien-être animal qui rentre en jeu, alors que dans le végétal, on pourrait se dire, ah, c'est pas grave, les plantes, elles sont mises les unes à côté des autres, elles n'ont pas la place de capter la lumière, mais c'est pas une souffrance. Oui, c'est pas une souffrance telle qu'on l'a décrit. Quand on parle avec des gens comme Francis Allais ou autres qui sont des spécialistes du végétal et de l'arbre, ils pourraient vous dire que ça se discute, qu'il n'y a pas une souffrance de l'arbre quand on les met les uns à côté des autres, tous de la même espèce. Mais c'est un autre débat, mais en tout cas c'est plus flagrant chez les poules parce qu'on se dit, non mais on s'attache, on se dit merde, c'est un animal, elles sont les uns sur les autres, ils se mangent entre eux, ils ont des plumes arrachées, le stress font qu'ils se piquent derrière la nuque, enfin tout un tas de comportements entre les poules qui va pas du tout. Et donc ces situations que l'on veut faire devenir standard, pour des raisons sanitaires, parce que vous comprenez, c'est des usines, donc du coup tout est aseptisé, il y a des moustiquaires de partout, tendent à devenir le modèle standard, alors qu'en réalité le modèle standard c'est la nature. Ça fait quand même des millions d'années que la nature se sélectionne et fait en sorte de survivre pour nous parvenir, avec cette équation-là. Donc ça, je vous envoie vers les travaux de Olivier Hamant, qui explique clairement qu'en fait le vivant a une manière d'être robuste dans la non-efficacité des choses. C'est-à-dire qu'il va faire tout un tas de choses qui n'est pas à un but bien spécifique et bien orienté, mais il va avoir des caractéristiques un peu globales qui vont lui permettre de pouvoir survivre en cas de crise. Et c'est exactement l'inverse que l'on fait dans le modèle industriel, dans le modèle d'usine agricole. Et donc c'est pour ça qu'on en arrive à ces bêtises-là. Parce que moi, je vais vouloir faire un élevage de poules, je vais être obligé de prendre... Je vous passe toute la documentation sur les élevages, la reproduction, etc. Je n'ai pas le droit de faire de la reproduction parce que ça doit être des gens agréés, qui ont des certificats vétérinaires et compagnie, pour pouvoir pour pouvoir dire, nous on a une variété qui correspond aux standards et qui est résistante ou vaccinée aux choses. Alors qu'en réalité, à une époque en France, on avait des centaines, des milliers de races de poules, une par territoire, et chacune était adaptée au territoire en fonction de s'il faisait froid, chaud, sec, etc. Donc on a détruit ce patrimoine-là qui était un travail d'artisanat, où chaque ferme avait ses coqs reproducteurs et essayait de les reproduire et d'avoir chacun sa typicité. Et on n'a jamais eu d'hécatombe de cheptel avicole ou autre radicalement et soudainement d'un coup. C'est faux. Il y avait parfois des maladies qui emportaient 10 ou 20%, mais il n'y a jamais eu d'hécatombe complète. Pourquoi ? Parce que la nature est ainsi faite. Si on ne la sélectionne pas et qu'on n'en fait pas des formes de clones pour qu'ils se ressemblent tous et qu'ils aient la même caractéristique pour produire dans un seul objectif, produire de l'œuf en quantité, bon, voilà, vous avez compris le point. Vraiment,
c'est aussi le cas dans le végétal, mais ça se voit beaucoup moins, l'orientation technique et réglementaire va dans le sens d'une industrialisation de l'agriculture, parce que les intérêts économiques et financiers aujourd'hui sont investis dans les serres hors sol et dans les élevages industriels. Or, c'est une erreur biologique, chimique, de bon sens, de l'évolution. Et je vous invite du coup à aller voir les travaux d'Olivier Hamon ou les travaux d'autres personnes comme Arthur Keller qui expliquent clairement la résilience et la robustesse. Alors avec des concepts différents pour l'un et l'autre, c'est très intéressant de voir comme ils ont à la fois une vision frère de ce que c'est, mais à la fois une vision un peu différenciée du débat d'experts. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point les experts peuvent trouver des petits points de désaccord qui font avancer aussi, qui construisent une autre manière de raisonner la science, la technique et l'agriculture. Donc c'est le gros problème de cette expérimentation, c'est qu'on se retrouve dans un monde qui fonctionne à l'envers et qui va du coup beaucoup nous contraindre à faire ce que l'on veut. Dans l'idéal, moi j'aurais aimé avoir des poules reproductrices avec une race de poules que je commence à sélectionner pour mon territoire et ma localité, dans un objectif de résilience et de résistance de ma race aux aléas, donc c'est-à-dire que malheureusement, c'est horrible, mais j'aurais eu peut-être une mortalité de 30, 40, 50% de mes poules, de mes poussins qui étaient couvés par mes poules, mais je l'aurais accepté. Pourquoi ? Parce que je veux que la race redevienne résistante, parce qu'aujourd'hui on en a fait une race qui a besoin de bâtiments, d'usines et d'énergie et de fossiles pour vivre. Et pour vivre en bonne santé, ne serait-ce que pour produire, même pas pour transmettre. Parce qu'il y a aussi des histoires de... Comment on appelle ça ? de suppression de la fécondité, donc c'est le cas chez les plantes aussi, on appelle ça les hybrides F1. Alors chez les animaux, je suis pas aussi poussé, je sais pas si ça existe autant poussé que dans les trucs, mais l'industrie a très vite fait de se sécuriser en vous vendant un animal ou un végétal qui ne pourra pas se reproduire en répétant les mêmes caractéristiques. Donc c'est à dire que moi je vais prendre des poules rousses, je vais essayer de les faire reproduire avec un coq, je ne vais pas retrouver à la sortie quelque chose qui correspond à la race. Je vais avoir de la dégénérescence au fur et à mesure et je vais perdre en efficacité. Mais, je l'espère, et c'est tout le but de la sélection de races qui serait paysanne, oui, je vais perdre en performance sur la production d'œufs et sur les critères, on va dire, de production pure et dure, mais j'espère gagner sur la résistance, la robustesse et peut-être la rusticité, c'est-à-dire que mes poules, j'aurais peut-être plus besoin de les nourrir que au maïs, au blé ou au triticale, avec des graines un peu bien sélectionnées pour être des graines qui sont presque en concurrence avec l'alimentation humaine, mais plutôt elles vont arriver à aller chercher déjà plus les vers de terre et les choses qui sont dans mon sol et que moi je ne vais pas manger. Moi, en tant qu'humain, je ne vais pas manger de vers de terre. Donc déjà, réorienter une race sur peut-être ses goûts et ses manières de manger, et aussi réorienter une race sur accepter qu'elle soit un peu plus à l'extérieur, accepter qu'elle puisse être au contact des autres animaux, peut-être avoir un comportement un poil plus agressif envers les animaux qui seraient menaçants pour le cheptel, des choses comme ça. Donc quelque chose de moins... faire des poules qui sont moins couvées, couconnées et optimisées. Je finirai là-dessus pour expliquer la déconnade du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il y a une expérience, je crois que c'est aux États-Unis qui a été faite, je vous laisse chercher et fact-checker ça. Je sais qu'elle existe, je sais pas si c'est aux États-Unis, où ils se sont aperçus que les poules dépensaient énormément de calcium à créer leur plumage. Donc du coup, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit, le calcium c'est indispensable pour faire des belles coquilles d'œufs. Donc du coup, on va créer une race de poules qui n'a pas de plumes. Comme ça, ils vont mettre tout le calcium à destination de l'œuf. Et du coup, on aura besoin de leur donner moins de calcium. Et donc du coup, ce sera plus performant d'un point de vue production. Résultat des comptes, ils se sont aperçus que les plumes, ça servait quand même à ce que la poule ait pas froid. Du coup, ils se sont retrouvés à chauffer les bâtiments pour que les poules aient pas froid. Du coup, c'était contre-productif parce que le coût de la chaleur des bâtiments était nettement supérieur aux quelques compléments qu'on mettait dans l'alimentation pour le calcium pour que les poules puissent avoir des coquilles d'œufs solides et des plumes. Donc, c'est ça la technique industrie, usine de l'industrie agricole. Ça mène à des aberrations de ce type-là. Et on est encore les deux pieds dedans. Ne croyons, tous les gens, toute la partie scientifique et la partie recherche, je ne citerai pas de nom, mais de nom d'organisme, mais va dans ce sens-là, à aller dans une forme d'optimisation de l'existant et pas de ce qui adviendra le jour où on aura une restriction en énergie fossile sur notre territoire. Et c'est un vrai sujet, parce que du coup les agriculteurs, et c'est tout le sujet du format que je fais, on est un peu seul au monde. C'est-à-dire, on veut faire différent pour que ce soit en adéquation avec moins de pétrole, avec une alimentation produite localement et avec des conditions sanitaires qui font qu'on va peut-être pas pouvoir vacciner à tour de bras quand on veut, où on veut, et qu'on n'aura peut-être pas les chaînes logistiques pour s'habiller avec des blouses, les casquettes, les machins, les bidules. Et on nous dit, non, en fait, vous n'avez pas le droit de sélectionner votre race, c'est un danger génétique. Monsieur, vous n'êtes pas agréé, vous n'êtes pas compétent pour choisir votre race. Donc du coup, vous laissez ça à des professionnels qui ont des usines en gare, qui font de la poule clonée, résistante et qui conforme aux standards. Voilà un peu l'aberration du monde de l'élevage. C'est un peu mon coup de gueule parce que ça a été très dur de vivre. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'empathie pour tous les éleveurs de vaches qui ont été
emmerdé avec la dermatose nodulaire, et ça fait déjà bien 5 ans que les producteurs de poules sont emmerdés aussi avec les normes sanitaires, et énormément d'entre eux arrêtent. Et une des raisons pour lesquelles je fais de ce projet un projet central sur la production d'œufs, c'est bien parce que c'est bien parce que en fait il faut produire de la protéine de manière locale, de manière la plus durable et résiliente possible, parce qu'aujourd'hui les éleveurs disparaissent à cause des normes sanitaires. Et pas que, il y a bien sûr les problèmes d'arriver à la retraite, d'âge, le fait que c'est très difficile quand vous avez une exploitation où les bâtiments comptent pour 1 ou 2 millions d'investissement, et qu'un jeune veut reprendre votre exploitation. Quel jeune peut reprendre une exploitation qui en outils et en bâtiment demande un investissement entre 500 000 et 2 millions d'euros? Personne. Donc c'est des exploitations parfois qui sont achetées par des investisseurs étrangers et qui sortent de la gouvernance, on va dire, française, ce qui est un vrai problème. Enfin, je veux dire, le modèle industriel a ça aussi comme limite, c'est qu'il n'est pas reprenable de manière locale, et que c'est des actifs qui partent à l'étranger parce que seuls des fonds d'investissement peuvent les acheter, ou des personnes très riches qui ont des intérêts autres que les intérêts du français moyen qui vit dans le coin. Compréhension et analyse. Donc il y aura une grosse prise de risque qui peut impliquer, parce que je suis pas au-dessus des lois, donc si jamais j'essaie de faire de l'expérimentation et que dans mon mulch de MSV, lors des analyses, on trouve qu'il y a de la salmonelle, et que la DRAF arrive et qu'elle me dit, la DRAF ou un autre organisme arrive et me dit, bon monsieur, vous abattez tout ce cheptel parce que ce cheptel est dangereux, ben, je serai malheureusement soumis à ça, et je devrais abattre mon cheptel. Donc ça sera une des issues possibles de cette expérimentation, je l'accepte. Et donc du coup c'est pour ça que on va pas partir sur un cheptel de 300, 400, 500 poules, on va partir sur un cheptel de entre 75 et 100 poules, de manière à avoir un équilibre sur la base vivrière, où en fait tout ne repose pas sur les poules. Oui, les poules apportent quelque chose de fondamental, et pour moi c'est le cœur du système, mais si on doit malheureusement faire abattre les poules pour des raisons, je répète, que je ne partage pas, mais dont on me forcera à les abattre, à ce moment-là je pourrais renouveler avec 75, 50 poules pondeuses, autres poules pondeuses, après un vide sanitaire bien sûr, clin d'œil à nos amis du sanitaire. Après un vide sanitaire, je pourrais remettre des poules de réforme par exemple, pour qu'elles continuent à rejouer le rôle que mes poules de base jouaient dans l'expérimentation, et faire en sorte que l'expérimentation continue et ne soit pas avortée à cause de ça. Donc petit lot, pour commencer, entre 75 et 100 poules en un seul lot, parce que c'est déjà suffisamment complexe de faire un bâtiment mobile avec un seul lot. Parce que ça n'a pas été développé, on va le développer tout de suite. Donc là on conclut un peu la période, le moment de la vidéo où on est sur analyse du problème, contexte et compréhension. Je profite pour faire un petit clin d'œil à un ami technicien avec qui j'ai travaillé cette dernière année, qui s'appelle Xavier Dubreuil, qui est un peu un expert, on va dire, de la construction agronomique et fertilité des sols et restauration des sols, mais sur des modèles extrêmement industriels, chez des gens qui ont 200, 300, 400 hectares de melons. Donc avec qui je l'espère on va continuer à travailler sur la base vivrière et dans d'autres contextes, où il m'a dit, quand je lui ai dit que moi de manière un peu originale je comptais m'installer en maraîchage MSV, mais le cœur de mon truc c'était de la poule, ça paraît pas forcément cohérent, il m'a dit je suis tout à fait d'accord avec toi, moi je dis souvent le meilleur légume du maraîcher c'est l'œuf. Donc j'ai été très content qu'il partage cette vision là avec moi, et je lui fais un petit clin d'œil dans cette vidéo parce que c'est une personne d'une grande aide et de beaucoup d'expérience. Le plan et action. Donc là vous le voyez, ChatGPT m'a aidé à faire de jolies petites animations pour première diapo animée de la chaîne. En printemps, les poules sont à l'extérieur, les cultures commencent à vivre, commencent à pousser et à grandir. Vous voyez, il y a des copeaux de bois, le sol est couvert, donc on est sur une pratique MSV en tunnel 750. Alors pourquoi tunnel 750 maraîcher sur l'exploitation familiale où je l'espère je vais m'installer. Pour l'instant c'est pas acté, mais c'est un de mes souhaits. On a des vieux tunnels de 750. Qui sont un peu bas, qui sont pas très bien faits, donc on va perdre en travail sur les côtés du tunnel, mais ça va être l'outil qu'on va utiliser parce qu'il est gratuit et parce qu'il est en fait néanmoins on fera un cours, je pense, là je vais le noter, on peut faire une vidéo les différents types d'abris maraîchers. C'est une vraie vidéo à faire pour vous sensibiliser aux avantages et aux inconvénients de chaque type d'abri maraîcher. Et en fait, petit spoiler, en gros, le tunnel est, en tout cas pour l'installation, est le plus performant. Et même pour des gens qui sont déjà installés depuis longtemps, ils gardent souvent le modèle tunnel parce qu'il est extrêmement performant. Même dans des modèles conventionnels, c'est le plus simple à piloter, c'est le plus facile à la réparation, c'est le moins cher en plastique.
c'est le moins cher en coût d'entretien. Et c'est celui aussi qui permet de cloisonner en fait chaque parcelle de manière à ce que si vous faites 3 tunnels de tomates, peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui aura attrapé un problème phytosanitaire comme un ravageur ou comme un champignon, là où les autres seront séparés physiquement par les bâches et par les entrerangs. Et donc ça permet aussi de cloisonner, de ne pas avoir d'un coup une serre entière qui attrape un oïdium ou une maladie fongique ou un ravageur. Donc serre-tunnel, printemps, on plante, les plantations poussent, maraîchage sur sol vivant classique, les poules sont à l'extérieur, il commence à faire chaud, etc. En été, la production augmente, alors on le voit pas très bien là, mais en gros, vous avez des petits vers de terre. Donc en fait, la vie du sol dans la théorie, on va voir si on arrive à faire comme ça, mais avec la couverture végétale et on va dire dans la MSV, de ce que j'ai compris, je peux me tromper beaucoup, j'espère que François Mullet pourra laisser un commentaire si je me trompe. Ou d'autres, le végétal envoie de l'énergie dans le sol et agit en symbiose avec les champignons, le sol, etc. etc. Donc, en mettant des cultures puissantes dans la serre, ça devrait nourrir le sol et augmenter à la fois la minéralisation, mais aussi la vie du sol. Si bien qu'à la fin, en automne, à la fin de culture, après toute la période estivale, on a le max du max de ce que le pic de production d'MSV arrive. À ce moment-là, il reste encore quelques productions, parce que vous le savez peut-être pas, mais poivrons, aubergines, tomates, ça peut durer jusqu'aux premières gelées. En tout cas, dans le sud de la France, on peut les tenir. Donc le but, c'est, comme les productions sont en hauteur, qu'il n'y a pas de risque de contamination entre les poules qui vont faire des fientes sur les tomates et vice-versa, on va pouvoir continuer tant bien que mal, et là pareil, on risque de se faire emmerder par les normes sanitaires, mais on va pouvoir continuer à récolter parce qu'il fait encore chaud en automne. Donc en fait, c'est important de continuer à garder du végétal dans la serre pour que les poules puissent rester dans la serre et ne pas avoir trop chaud. Si on détruit la culture et qu'on laisse juste machin, il faudra ouvrir et on va perdre en efficacité et en plus on perd en temps de culture, donc on va perdre des bouquets, on va perdre en efficacité sur la culture estivale maraîchère. Donc l'objectif c'est de, en automne, rentrer les poules, qu'elles commencent à manger ce qui est au niveau du sol et qu'elles commencent petit à petit bien sûr à nuire à la production végétale, parce que c'est toute la question de l'expérimentation va être de calculer les densités de poules que l'on va mettre. Est-ce qu'on met sur un tunnel de 60 mètres de long, est-ce qu'on met 50 poules, est-ce qu'on met 40 poules, est-ce qu'on met 30 poules, et en fonction faire du comptage, combien il y avait de vers de terre épigés avant l'entrée des poules, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, est-ce que ça chute, est-ce que la reproduction en fonction des températures, de l'hygrométrie et de ce qu'il y a à manger, tout un tas de facteurs en fait il va falloir extrêmement être carré pour comprendre quelle va être la prédation des poules sur le MSV et est-ce que elle est importante, est-ce qu'elle n'est pas importante, est-ce qu'on peut compter sur le MSV pour nourrir la poule et vice versa. Et donc en hiver, tout l'hiver, pendant qu'il fait très froid, pendant qu'accessoirement il neige ou qu'il y a des forts vents ou des fortes pluies, les poules sont à l'intérieur, à l'abri. Également, c'est souvent en hiver, d'automne à printemps, qu'on nous demande de rentrer les poules dans des conditions de grippe aviaire. Donc pareil, ça correspond au fait qu'elles vont être à l'abri et qu'elles vont être protégées des agresseurs extérieurs qui pourraient leur transmettre la grippe aviaire et flinguer le cheptel national. Et donc voilà le cycle. Les objectifs végétales de cet assolement, on va dire, agroforesterie, enfin c'est pas agroforesterie, mais c'est de polyculture élevage, c'est que les poules vont travailler le sol, le fertiliser par les fientes et apporter de la matière organique et peut-être une vie bactérienne, à mesurer aussi une vie bactérienne pendant la période hivernale, qui va aussi, la fiente de poule est extrêmement acide et azotée. L'objectif est d'accélérer, notamment les premières années, éviter la fin d'azote et accélérer la dégradation du mulch de matière organique du MSV. Je pense qu'on va partir sur des modalités, on va voir, on verra si Vers de Terre Production aura d'autres choses à me conseiller par rapport à cette expérimentation. Mais moi, je vais envie de partir sur une épaisseur de 20 à 30 cm de mulch, dont la moitié sera incorporée avec les premiers centimètres de sol. À préciser que sur l'exploitation, on est sur un sol limono-sableux assez léger et qui, je pense, a un très fort potentiel de minéralisation et qui n'a pas cet effet comme l'argile de bloquer et de créer de l'asphyxie racinaire. Donc l'objectif va être de déposer un gros mulch, de le mélanger et pour éviter la fin d'azote, parce que mulch plus mélange ça fait fin d'azote de ce que j'ai compris, d'avoir pendant tout un hiver un parcours de poule extrêmement fianté qui va venir activer le sol un peu comme la vache le fait pour la prairie. L'objectif animal, c'est son bien-être, d'être à l'abri et de ne pas être dehors pendant l'hiver, et l'alimentation, un boost d'alimentation pour réduire le coût de la part d'aliments achetés, et la sécurité aussi.
Pourquoi la sécurité? Parce que les tunnels, je l'espère, on va arriver à les équiper avec des grillages peut-être autour ou d'une manière de façon à ce que renards, fouines et autres, même s'ils attaquent moins fort que si ça avait été une attaque en bâtiment d'élevage. Par rapport justement à la densité de poules. Il est souvent dit qu'une fouine, quand elle rentre dans un bâtiment, aura tendance à, tant qu'il y a quelque chose qui bouge, la tuer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est malheureux. Le renard, moins. Il paraît que le renard, quand il rentre dans un élevage, alors ça, il paraît, ce que j'ai entendu. Peut-être que les éleveurs de poules pourront m'aider à y voir plus clair et à protéger mieux. Je compte sur vous, hein. Je suis assez novice là-dessus, donc je compte sur les personnes qui sont intéressées par cette vidéo et qui auraient de la commenter, de pouvoir m'orienter dans ces choix-là de protection, pour arriver à faire en sorte que je puisse protéger mon tunnel pour qu'il ne puisse pas rentrer. Un truc de sûr, c'est qu'en plus du tunnel protégé, la parcelle maraîchère sera sûrement encadrée et clôturée, ne serait-ce que pour empêcher les sangliers de venir labourer le MSV. Après plantation de pommes de terre, d'oignons, recouvrir, et en fait, avec le groin, le cochon, il vous défonce tout votre travail, donc c'est à peu près sûr que ce sera clôturé. Tic tac touc tac, voilà, vous avez un peu l'itinéraire et l'assolement prévu. C'est pas révolutionnaire, je pense qu'il y en a d'autres qui le font. Peut-être ce qui va changer cette fois-ci, c'est que je vais le documenter et je vais essayer d'être tellement rigoureux, presque au jour le jour, si ce n'est pas à la semaine, pour vraiment ne laisser aucun détail non écrit, de manière à ce que ce travail puisse permettre de retravailler dessus pour peaufiner cet itinéraire technique qui pour moi est fondamental. Je pense qu'il y a énormément à gagner à faire ça, notamment ne serait-ce que par exemple la tuta est un ravageur de la tomate, donc c'est un petit papillon qui pond sur les feuilles et qui ensuite détruit le feuillage, voire même le fruit. On sait que la tuta a tendance à nicher dans le sol, donc le fait que la larve de tuta, donc le fait que les poules grattent tout l'hiver et fassent un milieu extrêmement acide, va sûrement pouvoir permettre de nettoyer le tunnel des ravageurs. Voilà, tout un équilibre qui pourrait s'installer, qui pourrait à la fois améliorer les conditions sanitaires de la plante et améliorer les conditions sanitaires de la poule. Je veux dire, d'un autre côté, d'un point de vue naturel, on casse pas trop le cycle. Une poule, de point de vue naturel, en hiver, elle gratte le sol et elle a pas trop à manger, donc elle est obligée de gratter le sol pour trouver à manger. Et même si, bon, d'un point de vue naturel, la poule, ça n'a jamais été trop naturel parce que ça a été sélectionné par l'homme depuis des millions d'années. Bon. Mais en gros, dans la vie, dans la nature, l'hiver, il y a moins à manger, donc ils mangent les résidus de ce qu'il y a. Et l'été, ils peuvent se permettre de gambader un peu plus et de trouver des fruits, des graines, etc. à disposition. Donc je veux dire, on révolutionne pas non plus, on n'est pas en train de faire un modèle contre nature, ce que j'appelle un modèle contre nature, où on a les poules qui sont allumées avec des lampes pour qu'elles aient leurs heures de soleil et qu'elles puissent mieux pondre leurs œufs, parce que l'objectif c'est qu'elles crachent de l'œuf. À préciser tout de même que à un moment dans ce cycle vient un apport de matière organique, sûrement entre 10, 20, 30 tonnes de matière organique pour renourrir le sol vivant. Et donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'il faut l'implanter, quel est l'idéal d'implantation de cette dose de matière organique. Donc c'est à voir. Voilà. Ça va être aussi un des sujets de l'expérimentation. Quand est-ce que c'est le mieux de venir mettre cet apport-là? Est-ce que c'est au printemps avant la culture? Est-ce que c'est pendant que les poules arrivent parce qu'elles vont faire des fientes dessus et donc du coup, et ça va donner aussi, on va dire, plus de cachettes écologiques aux vers de terre et aux autres pour échapper aux poules? Tout est à raisonner. Deuxième facteur, parce que là on commence à faire une vidéo qui est un peu trop longue. Deuxième facteur pour réduire le coût de l'alimentation de la graine, tout simplement, produire sa céréale. Produire sa céréale, quand on est jeune maraîcher, c'est compliqué, puisqu'on peut pas s'équiper d'une moissonneuse-batteuse à 300-500 000 euros pour juste récupérer une dizaine de tonnes de graines. Le choix a été porté sur le maïs, qui est une plante qui est facile à planter, facile à produire nous dans le sud. Sur nos terres, on manque pas d'eau. Donc à choisir après si on le fait à l'arrêt, au goutte à goutte ou à l'arrêt comme on faisait nous en maraîchage, c'est-à-dire qu'en gravitaire, on fait des traces et ensuite on laisse l'eau aller au bout du champ. Est-ce qu'on le fait avec de l'aspersion? Est-ce qu'on le fait au goutte à goutte? Voilà. C'est des choix qui vont devoir être faits. Moi, je serais plutôt OK pour de l'aspersion. Le problème de l'aspersion, c'est que si les tiges sont pas assez hautes, à partir d'un moment, vous ne pouvez plus arroser parce que le haut de votre buse d'aspersion est doublé par le maïs. Et donc, du coup, quand ça tourne, ça va vous faire une tache autour de la buse, mais pas assez loin. Donc c'est aussi un des défauts. Peut-être un mélange entre les deux. Au début, aspersion pour lever des graines, et ensuite les sillons auront été déjà pré-marqués à la plantation, de manière à ce qu'on puisse arroser à l'arrêt peut-être en fin de culture. Récolte à la main, c'est tout le choix du maïs se porte là-dessus, sur la récolte à la main. Parce qu'on récolte le maïs à la main, on le laisse sécher comme le faisaient les anciens. Ensuite, on passe dans un petit truc à main ou un moulin électrique pour séparer les graines, ou voire même les concasser et les donner en aliment aux poules.
de manière à ce qu'elles puissent manger de la graine, parce que c'est quand même important qu'elles aient de la graine l'hiver et même l'été. Donc on mise sur 4000 m² de culture de maïs et sur un objectif de 1 à 2 tonnes de grains récoltés. C'est un peu ambitieux de tonnes, surtout la première année où on aura peut-être des problèmes de ravageurs ou de fongiques, parce que je maîtriserai pas la culture. Donc 1 tonne déjà, je serais très content. Ça nous donne, je crois que c'est 1 tonne, ça nous donne à peu près une centaine de jours d'autonomie alimentaire si on prend en compte que la poule se nourrit à 30%, 20% du parcours MSV. Donc c'est déjà bien. Pour une première année, ça sera un bel objectif de faire ça. Donc voilà le résumé de cette vidéo en une petite vignette. L'expérimentation va compter 2 leviers. L'objectif est une réduction de 25 à 50% du coût de l'alimentation pour l'élevage de poules pondeuses et une forme de dynamique entre les plantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être connaissent l'aquaponie, où le but c'est que les poissons font caca dans l'eau, l'eau ensuite est pompée pour être envoyée dans des plantes, les plantes font station d'épuration et nettoient, à la fois se nourrissent des cacas et nettoient l'eau et ça retourne aux poissons. C'était à la mode il y a 5-10 ans, donc, ils se sont vachement calmés sur le truc parce que la vérité c'est que ça crée des carences et qu'il faut faire de l'hydroponie classique en y rajoutant de l'engrais comme un malade et après ça pose tout un tas de problèmes. C'est quand même un peu inspiré, on va pas se mentir, de ça, dans le sens où la poule, les plantes, la fertilité est entretenue par ce système et c'est une forme de boucle positive qui tourne. Donc voilà, c'est un peu cette symbiose, la valorisation de la biomasse et de la vie qu'elle engendre, la fertilité des sols. Aussi, c'est pas écrit, pardon. C'est pas écrit, mais évidemment, il y a un sujet de travail du sol. C'est-à-dire que si la poule a gratouillé le sol tout l'hiver, peut-être qu'en passant juste une genre de petite herse pour juste niveler un truc qu'on pourrait passer à la main, hein, même pas avec un petit tracteur, ou vous savez, les genres de tapis que l'on retrouve sur les terrains de tennis pour juste damer les traces sur terre battue. Avec un système comme ça, on pourrait se retrouver à ne pas avoir à retravailler et à juste reniveler, faire quelques buts, quelques raies, repartir sur de la culture, donc limiter le travail du sol et donc la consommation de carburant et donc aussi la destruction, une forme de destruction de fertilité des sols. Les points de vigilance, comme on l'a dit, c'est, enfin ça on l'a pas dit, mais l'équilibre poule-sol, c'est-à-dire que si la poule on s'aperçoit qu'elle défonce le sol et qu'en 1 mois elle a déglingué tous les vers de terre épigés et tous les vers de terre anéciques par la prédation, on va être bien embêté parce que du coup on casse complètement le cercle vertueux du sol vivant, donc c'est quelque chose à surveiller et quelque chose à ne pas déséquilibrer, et toute forme d'expérimentation va être à doser petit à petit le nombre de poules, donc c'est pour ça aussi qu'on part sur un petit élevage à la base, c'est-à-dire qu'on part sur 50 à 100 poules que l'on va mettre dans un tunnel de 50-60 mètres de long, ce qui devrait pas poser tant de problèmes parce que c'est très peu, et petit à petit peut-être serrer les poules dans le tunnel pour voir à partir de quel moment la partie sur laquelle elles sont commence à souffrir. Ça on en reparlera dans une vidéo où quand on sera vraiment beaucoup plus, on sera dans jour 400, jour 500, où on va vraiment commencer à être dans la production et on aura les poules, et là on se demandera comment réaliser au jour le jour ces expérimentations de manière carrée. Préserver la reprise au printemps. Oui, donc préserver la reprise au printemps, c'est aussi d'enlever l'équilibre du sol. C'est-à-dire si j'ai déglingué mon sol, qu'il y a trop d'azote et qu'il n'y a plus de porosité dans le sol ou je ne sais quoi, parce que les poules auraient trop déglingué le truc, je vais planter ma poule au printemps. Je vais planter ma poule au printemps. Je vais planter ma plante au printemps et elle va pas repartir. Je serai peut-être obligé de retravailler le sol. En travaillant le sol, je risque peut-être de refaire de la fin d'azote parce que j'ensevelis de la matière organique. Donc toutes ces choses-là ne sont pas forcément souhaitables. Ne pas dégrader la biomasse, toujours le même point, c'est-à-dire veiller à l'équilibre poule-sol. Et donc les leviers 1, sol vivant pour la nourriture de la poule, levier 2, semences fermières avec du maïs et récolte à la main, et bien sûr, je vais pas laisser mes poules crever, donc il y aura 20 à 30-40% de l'alimentation des poules qui sera achetée et qui servira à nourrir mes poules si j'arrive pas à les nourrir de la manière dont je l'ai prévu. Voilà. Écoutez, on s'approche de la fin de la vidéo. Tout à l'heure, on a rappelé une vidéo à rajouter de Vulga, donc qui sera sûrement sur un fond vert et pas sur un fond jaune. Le jour 1, on avait écrit à cette place-là poule et MSV. On a fait les poules sur MSV. Ensuite, on fera peut-être une partie MSV sur expérimentation MSV. Comment juste essayer de faire avancer l'expérimentation MSV avec différentes modalités. Ce qui est prévu, petit spoiler, c'est 3 tunnels quasiment identiques de 20 à 30 mètres de long dans lesquels on va essayer des modalités différentes avec des cultures équivalentes et aussi peut-être du coup des pâturages différents en fonction de chaque tunnel, ça sera à voir, des pâturages de poules différents. Et on a rajouté tout à l'heure cette partie pendant la vidéo, les différents types d'abris maraîchers. Donc voilà, ça avance pas trop, je travaille sur vous raconter un peu mon parcours, et c'est pas que mon parcours parce que je l'ai déjà un peu expliqué, mais c'est surtout toutes les leçons et tout ce que j'ai appris de mon parcours qui me font comprendre
qui font aujourd'hui que je suis en train de faire ça de cette manière-là. C'est 10-12 ans d'expérience professionnelle et expérience familiale que j'ai vécue à travers ma famille sur l'agriculture et sur les conclusions de tout ça. Et on va compter, et bien sûr, grosse vidéo qui est en attente, c'est la Vulgave en direct et c'est pas. C'est le cœur socio-économique de la ferme. Donc une vidéo est prévue jour 10, jour 15 pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et que la force soit avec vous.